sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre, mesdames et messieurs, éparpillés partout dans le monde. Nous vous disons merci et bienvenue dans cette émission. Nous nous retrouvons actuellement à Kenge, dans la province du Kwango, où nous allons échanger autour de la situation politico-sociale dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et pour en parler, je ne suis pas seul sur ces plateaux de situation. Bien évidemment, je reçois pour vous un acteur politique clé de cette province, la province du Congo, bien sûr. Il s'agit bien de M. André Massala Ikomba, Mandos pour les intimes. C'est un ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo, élu, je peux dire même réélu pour la seconde fois comme député provincial, et actuellement il est président de l'Assemblée provinciale de cet organe délibérant. C'est avec lui que nous allons discuter autour de la situation sociopolitique dans cette province. Mesdames et messieurs, je vous dis bienvenue. Alors, comme je viens de le dire tantôt, je suis déjà avec lui sur ce plateau. Je m'en vais déjà pour le saluer. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'aimerais vous donner d'abord l'opportunité de vous présenter d'une manière générale, de façon à ce que ceux qui vous suivent comprennent réellement qui vous êtes, au-delà, bien sûr, de tout ce que nous avons présenté en ce qui vous concerne. Merci. Moi, c'est l'honorable Massala Ikomba André Mandos, comme vous venez de le dire. Je suis ingénieur technicien de développement rural. Au niveau secondaire, j'ai fait mes études scientifiques, maths, physique, les humanités, c'est ça. Et quand nous sommes allés affronter les études supérieures, c'est là où je me suis dit qu'il fallait que je puisse donner un temps, contribuer au développement de la population rurale. Ce qui m'a poussé d'aller faire les études techniques rurales en développement, bien sûr, rural. Voilà, du reste, bon, on a travaillé d'abord avant qu'on devienne ce que nous sommes aujourd'hui. On a travaillé beaucoup dans l'enseignement. S'il faut faire une façon synthétique, c'est plus de 20 ans que nous étions d'abord enseignants. Après enseignants, bon, nous étions nommés préfets à l'époque. Et après être nommé préfet, de 2000 jusqu'en 2018, j'étais nommé directeur de Caritas Développement dans le diocèse de Popo-Kabaka. Okay. Popo-Kabaka, c'est l'un des territoires... Bon, Popo-Kabaka, c'est l'un des 5 territoires de la province du Congo. Très bien. C'est un territoire qui fait frontière avec l'Angola. Donc, c'est dans ce territoire où il y a les sièges du diocèse de Popo. Le diocèse de Popo-Kabaka, ce n'est pas seulement le territoire de Popo. Okay. Quand vous parlez du diocèse de Popo-Kabaka, vous devez tenir compte qu'il y a beaucoup de territoires. Dans son sein, il y a le territoire de Kenge, il y a le territoire de Kasongolunda et le territoire de Popo-Kabaka. Voilà. Et actuellement, pour citer, donc, vous êtes président de l'Assemblée provinciale, vous avez un parcours religieux. Oui, bon, avant que je devienne maintenant président de l'Assemblée provinciale du Congo, en 2018, j'avais postulé comme député provincial. J'étais élu dans ma circonscription électorale Popo-Kabaka. Nous sommes arrivés ici au niveau de la province, chef de la province. Les collègues députés m'ont voté, m'ont élu comme vice-président. Donc de 2019 jusqu'en 2023. Et quand il y a eu les élections de 2023, je suis allé encore demander à la population pour m'accorder un second mandat. Et c'est ce que la population avait fait. Vous en avez fait confiance. Voilà. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis réélu. Quand nous sommes rentrés, donc toujours dans cet hémicycle, les collègues ont donné encore confiance, donc ils m'ont donné encore l'occasion et ils m'ont encore voté président de l'Assemblée provinciale du Congo. Justement, qu'est-ce qui a fait en sorte que les députés provinciaux portent leur choix sur vous, d'autant plus qu'ils pouvaient également dire que vous étiez un ancien membre du bureau, voilà, ils peuvent dire que non, voilà, vous avez fait votre mandat, c'est fini, mais ils ont voulu vous refaire confiance. Mais c'était un problème de produit de ce que vous êtes en train de faire. Très bien. Vous voyez, à l'hémicycle, quand nous étions de 2023,
nous étions 21 députés. Ces 21, il y a eu 9 seulement qui étaient réélus. Parmi les 9, moi je suis dedans. Alors, mais sur 9, il y a un député qui est devenu député national, qui avait postulé au niveau national, mais les 8 autres, nous sommes restés au niveau provincial. Et ces députés-là, ils ont trouvé que ce que j'avais fait comme travail quand j'étais encore vice-président, c'était un bon travail. Nous avions encadré, bien sûr, donc l'Assemblée, tout en étant vice-président, parce que quand vous êtes vice-président, c'est plus l'administration. Très bien. C'est plus l'administration. Alors, quand ils ont vu ce que j'avais fait dans le cadre de l'administration, Ils ont décidé de ils ont encore pu me donner encore la confiance de me voter pour qu'aujourd'hui je devienne président de l'Assemblée provinciale du Congo. Très bien. Alors, depuis que vous êtes président de l'Assemblée provinciale, c'est dans quel état avez-vous trouvé cette assemblée, d'autant plus que vous n'étiez que vice-président? La gestion des affaires au quotidien ne vous concernait tellement pas, mais dès lors que vous avez pris cette chambre, vous l'avez trouvé dans quel état? Chaque hémicycle a ses problèmes et ses difficultés. On venait de commencer. De toutes les façons, le président, c'est celui qui coordonne la politique de l'Assemblée. Le vice-président, c'est toujours dans l'administration, comme je viens de le dire. Bon, on vient de me confier ce poste. J'étais d'abord vice-président et je voyais ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée provinciale. Maintenant, nous devons au moins avoir de nouvelles orientations. Tout en ayant déjà une certaine expérience dans cette Assemblée, à partir de cette expérience, il y a eu des problèmes, des difficultés, et maintenant, nous devons chercher comment est-ce que nous pouvons trouver des solutions du côté administration, du côté politique, pour qu'on puisse vraiment aller vers de l'avant. Très bien. L'Assemblée provinciale est censée également contrôler non seulement les gouvernements provinciaux, mais aussi les institutions étatiques qui se trouvent au niveau de la province. Nous avons appris, dès lors que vous étiez entré en fonction, vous avez initié une commission censée faire les contrôles dans toutes les institutions financières que compte la province du Congo. Qu'en est-il? Bon, chers journalistes, vous devez savoir que parmi les attributions confiées aux députés, que ce soit les députés provinciaux ou nationaux, c'est d'abord légiférer. Après, il y a les contrôles. On peut parler d'une troisième mission, ça c'est la représentation de la population. Mais d'abord, il faut légiférer, c'est-à-dire il faut rédiger des lois. Au niveau de l'Assemblée, nous parlons des édits à l'Assemblée provinciale. Nous devons rédiger des édits, mais vous devez aussi contrôler, accompagner le gouvernement exécutif provincial pour qu'on sache, avec tout ce qu'il reçoit comme un fonds, qu'est-ce qu'il en fait. Alors, quand nous avions été installés dans les bureaux définitifs, on a fait d'abord un calendrier d'activités, et parmi les points qui étaient retenus dans notre calendrier, c'était d'abord le contrôle. Parce que d'ailleurs, la session de mars, c'est une session de contrôle. Parce que celle de septembre qui vient dans 3 mois, c'est celle-là qui est censée comme session budgétaire. C'est là où on rédige les budgets. Alors, nous avions travaillé, et parmi les points de ce calendrier-là, de ces sessions de mars, il fallait qu'on puisse contrôler. Parce que quand nous étions même l'hémicycle qui venait de passer, on avait trouvé que le gouverneur qui était là se plaignait tout le temps. Il se plaignait, non, l'argent n'entre pas, on ne comprend pas, les Congo est pauvre, tout ça. Alors on se disait, mais comment est-ce qu'il est en train de le dire, les Congo pauvres? Il a quelle base pour définir ce que les Congo pauvres, la province du Congo? C'est comme ça que quand nous avons été élus, nous étions installés, on s'est dit, il faut qu'on puisse vérifier, contrôler, voir si réellement le Congo est pauvre. Si réellement le Congo est pauvre. Très bien. C'est ça ce qui nous a poussé, lors d'une plénière, avec les collègues, qu'on puisse faire une résolution, mettre en place une commission qui sera chargée de contrôler ces régies financières. Parce que ce sont les régies qui produisent l'argent, et cet argent qui est mobilisé, et est-ce que cet argent est canalisé ou pas? Voilà. Alors, cette grande commission a été éclatée en sous-commissions, 5 sous-commissions, qu'on avait envoyées par-ci, par-là. Là, il y a les antennes qui perçoivent les fonds de l'État, tout ça. C'est comme ça que nous avions envoyé les collègues qui sont partis. Dès les retours, nous avions auditionné les commissions, c'est-à-dire les commissions présentaient les rapports. Mais quand vous voyez
toutes les conclusions, s'il faut en faire une seule conclusion, on trouve que l'argent, le Congo n'est pas pauvre. Le Congo n'est pas pauvre. L'argent est perçu. L'argent est mobilisé. Mais cet argent, ces recettes ne sont pas vraiment canalisées. Donc c'est la canalisation C'est la canalisation qui pose des problèmes. Les recettes ne sont pas canalisées. Parce qu'après la mobilisation, il faut que l'argent soit déposé à la banque. À la banque. Mais qu'est-ce qu'on a constaté d'une façon générale là-bas? Non. Tantôt, on fait les appels de fonds par M-Pesa, tantôt par de main en main. Mais dites pas finalement, ça, monsieur le président. Mais comment? C'est-à-dire... On fait des fonds par M-Pesa. Mais justement, parce que... oui, il y a un problème. Il y a un problème, ça c'est vrai, je le reconnais. Il y a un problème parce que nous n'avons pas des banques ici. On a seulement une seule banque, s'il faut le dire. C'est la banque Tembe. Okay. L'autre banque à Freeland, bon, c'est une agence. C'est une agence qui s'est installée ici de la Freeland. Okay. Et ça, c'est vrai. Mais rien qu'avec la banque Tembe, on pouvait, pour nous, nous avions souhaité que l'argent qui est mobilisé dans les terrains, et on vient avec cet argent, maintenant, on le dépose à la banque. On dépose l'argent à la banque. Et le gouverneur, qui doit gérer les choses au quotidien, s'il a besoin d'argent pour résoudre tel problème qui a été conçu dans son projet, dans son programme, c'est à partir maintenant de la banque que le gouverneur peut aller donc retirer, envoyer bien sûr les personnes recommandées, les comptables, les autres, pour retirer l'argent, les recettes et retirer l'argent. Chose qui ne se faisait pas. Afin qu'on puisse résoudre les problèmes qu'on a. Mais, donc, le gouverneur ne voyait pas l'argent à la banque. Donc, dans le compte bancaire, si vous lui posez la question, il dit, il n'y a presque rien. Il n'y a presque rien. Mais aujourd'hui, nous avons découvert que l'argent qui était mobilisé, parce que la période de contrôle, c'est de janvier 2023 jusqu'à maintenant, donc juin 2024. Nous avions tenu compte de prendre cette période-là pour vérifier la cesse. Et c'est-à-dire que si vous étiez encore revenu en arrière... Non, ça serait peut-être la catastrophe. C'est comme ça que nous sommes dit que bon, qu'on voit d'abord cette période. L'argent, on mobilise, mais ce n'est pas canalisé, ce n'est pas déposé à la banque. Donc, soit on fait les dépenses à partir de la source directement, on distribue... ou à partir de la source, on fait des dépenses, ou bien ça vient par des M-Pesa, de main en main, mais ça n'arrive pas au niveau donc de la banque. Et conséquence, pas d'impact visible. Non. Il n'y a pas d'impact visible. Il n'y a pas d'impact visible. Et puis dans nos antennes là de régie, vraiment, il y a pléthorique d'agents. Là où on peut avoir 2, 3 agents qui peuvent percevoir, travailler, on en avait fait peut-être plus de 10, 15. Vous voyez? C'est ça le problème d'abord. Des intérêts politiques non, bon, là, il y a des interférences politiques, bien sûr, parce que, voyez-nous, les politiciens aussi, parfois, nous bloquons les choses. Là, il faut, par exemple, mettre 2, 3 personnes, non, tel parti n'est pas satisfait, non, il faut donner, non, moi, il y a des recommandations. Bon, avec ces recommandations, et parfois, ces recommandations n'arrivent pas à aider à avancer les choses. Et, Monsieur le Président, qu'avez-vous maintenant fait lorsque vous avez constaté qu'il y avait dilapidation de l'argent? Quelles sont les décisions prises au niveau de la plénière, justement, pour décider sur le sort de ceux-là qui n'ont pas bien géré l'argent de la République au profit de la population? D'abord, parmi les recommandations qui étaient prises lors de la plénière, parce qu'il y a 2 jours, nous avions organisé une plénière à l'issue de l'audition de cette commission. Parmi les grandes recommandations, d'abord, il faut qu'on ait des guichets uniques. Un guichet unique. Parce que là-bas, quand l'argent est mobilisé, directement on dépose au guichet. C'est-à-dire, ça ne peut pas rester chez les agents. Parce que la difficulté qui était là, les gens qui mobilisent, ils restent avec leur argent pendant 3, 4 ou 5 jours, même une semaine. Vous voyez, quand quelqu'un a mobilisé cet argent et il en garde, d'abord, il n'a pas une assurance, il y a une insécurité, tout ça. Et de temps en temps, quand on a des difficultés, même si c'est de l'argent de l'État, quelle est la tendance qu'on a? On touche, bon, vous allez rembourser quand? Ou quand je serai payé. Et parfois, on oublie. Mais quand, par exemple, au niveau des antennes, alors, la CGT vient, et il paye l'argent directement, on lui donne son imprimé, donc la quittance, ou la facture. Après, directement, l'argent est percé dans un guichet. Et c'est le guichet maintenant qui va transférer l'argent au niveau donc de la banque. Là, la traçabilité
est vraiment clair. Là, on ne peut plus parler de quelque part où l'argent sera un peu vite écarté, tout ça. Voilà. Donc ça, c'était la première recommandation, qu'on ait, avec le nouveau gouverneur, donc qu'on ait un guichet unique. Deuxièmement, il faut réduire les effectifs. Notre régie, que nous appelons des GERQUA, la régie financière du Congo, c'est au moins 500 agents. Ah. 500 agents. 500 Au agents. niveau de la Dans la totalité, pour toute la province, 500 agents. C'est trop. C'est trop. C'est trop. 500 agents. Alors, quand vous avez déjà 500 agents, et vous voyez la hauteur de mobilisation des fonds, et si vous devez calculer à peu près, chacun peut avoir combien, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut envoyer au niveau de la banque? C'est trop. Même au niveau des gouvernements provinciaux. Et le gouvernement provincial, dernièrement, quand il y a investiture, on n'a pas eu 500 agents avec 10 ministères et quelques commissaires. Oh, si vous totalisez, on ne va pas arriver à 500 agents. Mais rien qu'une simple régie financière qui est censée d'apporter un coup de pouce au niveau de la province, quand vous avez déjà beaucoup d'agents comme ça, c'est déjà un échec. Donc on a demandé, comme une recommandation, qu'on puisse réduire les effectifs. Mais s'il faut qu'on organise aussi un test, même si on doit maintenant engager les gens, il faut qu'il y ait un concours. La méritocratie. Voilà, un test où les gens qui vont devenir, qui veulent être, qui puissent passer par là, et c'est là on va voir, mais on ne peut pas arriver à cet effectif-là de 500 gens. Okay. Alors, après, les renforcements des capacités des gens qui seront dans ces régies-là. Parce que les collègues députés ont pu trouver par-ci, par-là, même il y a certains chefs d'antenne qui ne savent pas vraiment faire la comptabilité. Hein? Même la sommation. Ils ont dit que non. Il faut qu'il y ait le renforcement des capacités. Le renforcement des capacités des agents au niveau donc des finances ici. Et la province n'a qu'elle a déjà quoi? Il n'y a pas la DG? Non, nous avons au moins deux régies. Deux régies, il y a la DGRQUA et puis il y a une autre régie. Une régie qui a été créée, c'est pour essayer un peu de porter quelques solutions au niveau de la santé. Et nous appelons Fonds de promotion de la santé au niveau de la province. À travers toute la République, il n'y a que la province du Congo qui avait essayé et qui a cette régie de fonds de promotion. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ça fonctionne par-ci, par-là. Il y a des difficultés. Quand les collègues sont passés par cette régie-là, parmi les points clés, c'est qu'on n'a pas encore activé beaucoup d'actes. Il y a des actes qui ne sont pas encore activés et surtout que on n'a pas encore vraiment implanté beaucoup d'antennes. Et cette régie fonctionne comment en fait? Vous appelez ça comment? Le fonds de promotion de la santé. Ça fonctionne comment? Bon, le fonds de la promotion de la santé, c'est une régie. D'abord, vous, là où vous êtes, vous devez savoir que vous êtes malade. C'est comme moi qui vous parle. Nous sommes malades tous au départ. Il y a des maladies qu'on ne voit pas. Nous sommes tous malades. Alors nous sommes dit, alors qu'on demande à chaque population qui passerait par exemple, les Bachong ou là-bas, qu'il puisse verser ne fût-ce que 500 francs. Même si vous venez en allant comme on rentre. Voilà, en allant comme on rentre. Ah, monsieur le président. Oui, écoute un peu. Moi, je sors, je paye 500, je rentre comme ça, je paye 500. Même si c'est en une journée. Non. Comment vous allez faire ce voyage-là en une journée? Si vous faites un aller-retour, vous payez 500 seulement. Mais par exemple, vous quittez ici, vous allez à Kinshasa, vous payez. Si vous devez encore rentrer, le jour où vous devez rentrer encore, vous devez payer. Cet argent va servir à quoi? Mais ici, donc, c'est une régie qui aide beaucoup, qui résout beaucoup de difficultés. Vous pouvez faire un accident. Au niveau, donc, dans la province, vous croyez qu'on va attendre pour qu'on vous amène à l'hôpital? On va attendre vos parents là où vous êtes pour qu'on puisse intervenir. On connaît au Congo, une fois qu'on vous amène à l'hôpital, ça dit non, fini, nous chez nous, nous chez nous dans la province, quand ça arrive, les premières interventions, on demande aux médecins dans nos hôpitaux ou nos dispensaires qu'on puisse d'abord intervenir. Et il y a ces partenariats déjà signés avec les hôpitaux. Oui, là on vous place dans la catégorie d'indigents. Même si vous êtes je ne sais pas qui. Et là c'est la province dans un premier temps, on vous reçoit. C'est avec cet argent-là. À part ça, vous voyez, par exemple, on est en train d'organiser des vaccinations ici chez nous. Hein? Des organismes internationaux, bien sûr, essaient de venir en aide
on vous achète les vaccins, on vous achète ceci, mais il y a un moment donné, par exemple, on n'a pas droite. C'est-à-dire les cotons là qu'on utilise et tout ça. Et parfois, dans certains milieux, il y a des frigos qui fonctionnent encore avec du pétrole. Alors, il faut maintenant vous-même que vous puissiez aussi contribuer. Et cet argent, on ne doit pas demander à la population. C'est dans cet argent-là, comme vous contribuez, vous, population, et il y a une pareille activité, et on demande à la régie. Et la création de cette régie va dans le sens de l'autonomie de la province, ou alors ça relève de la Constitution, une base légale? Non, ça c'est dans l'autonomie de la province. Quand vous devez lire la Constitution, il y a des matières au niveau de la santé qui sont prévues, soit donc pour la province, soit c'est pour les nationales, ou les deux. Et ça, c'est seulement à l'initiative de la province, conformément donc à la Constitution. Alors, Monsieur le Président, hier, l'Assemblée provinciale a clôturé la session de mars, spécialement dédiée au contrôle parlementaire. Lors de votre discours, vous avez relevé, comme vous venez de le dire tantôt, au regard des contrôles effectués, vous avez compris que la province du Kwango a les moyens. Et vous avez appelé également les députés provinciaux à la prise de conscience, mais vous avez tellement déploré le fait que la canalisation de tout ce qui est perçu comme taxes et consorts n'était pas vraiment bien perçue. Ne craignez-vous pas d'aller en guerre contre les anciens gestionnaires, notamment le gouverneur, l'ancien gouverneur, parce qu'il est déjà partant de votre province? Ne craignez-vous pas qu'il puisse y avoir des coups bas, des guerres froides, d'autant plus que vous êtes en train de vouloir faire ce qui est mieux pour la province du Congo? Mais la guerre se situerait à quel niveau? Cette guerre-là, même de coups bas, c'est à quel niveau? Parce que si réellement nous sommes des députés, d'ailleurs l'ancien gouverneur, le gouverneur sortant, il est député provincial lui-même maintenant. Hier à la plénière. Oui, il est député provincial et il créerait la guerre à quel niveau? Parce qu'on serait en train de voir non. Où il n'a pas bien. Non. Donc d'ailleurs dans la plénière, j'avais rappelé à tous, j'ai dit gardez vos émotions. Très bien. Nous ne sommes pas ici pour faire de coups bas, nous ne sommes pas ici pour chasser les personnes, tout ça. Nous sommes ici pour trouver comment est-ce que de voies et moyens, comment est-ce que nous devons maintenant faire mieux afin que la province puisse faire un pas de développement. C'est ça l'essentiel. Nous sommes des avocats sans fonction. Nous avons le mandat de la population. Nous avons le mandat du peuple. Le peuple n'attend pas tout ce que nous sommes en train. Le peuple attend qu'on puisse améliorer les routes. Et hier d'ailleurs, le peuple attend qu'on puisse améliorer d'abord les routes. Monsieur nous a posé, est-ce que vous avez posé la question à ces gens qui sont ici, est-ce qu'ils ne viennent seulement que pour leurs intérêts ou ils viennent pour nos intérêts? Qui? La population, bien sûr. Mais nous avons été votés par cette population. Et c'est comme ça que quand nous sommes arrivés là-bas, c'est pour leurs intérêts. Donc nous sommes en train de travailler pour que... C'est ça que j'ai dit ici. La population n'a pas besoin de ce coup bas, la population n'a pas besoin de ces désordres, de toute cette guerre-là. La population voilà justement, la population a besoin qu'on puisse créer des routes. Il faut réhabiliter ces routes-là. Parce que dans le fond de la province, il y a des produits, il y a des bassins de production. Le gouvernement passé en a créé combien? Le gouvernement passé. Le gouvernement passé. C'est ça justement, c'est ce que je dis, non? Pour aller réhabiliter les anciennes routes, pour aller créer des routes de recettes agricoles, il faut avoir des moyens. Les gouvernements provinciaux. Mais il faut avoir des moyens. Or, ces moyens étaient mobilisés, mais les moyens n'étaient pas canalisés. Même s'ils pouvaient avoir une intelligence. Le gouvernement passé, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Parce que vous n'avez pas les moyens. Quand je dis réhabiliter les routes, il faut mettre les cantonnages manuels. Alors, ces cantonniers manuels-là, qui sont là, il faut les payer chaque mois. Je me souviens, moi, je suis né avant 1960. Avant 1960, on voyait le VE qui quittait Kinshasa arriver jusqu'à Popokabaka. Et comment il n'y avait pas de route asphaltée? Ce sont des routes en terre. C'était bien entretenu par les cantonniers. Et les gens payaient, les gens vendaient les produits agricoles. C'était très bien. On avait organisation des marchés. Les Portugais à l'époque quittaient Kinshasa. Ils arrivaient dans ce milieu-là pour acheter tous les produits agricoles qui ramenaient à Kinshasa. Les Portugais, oui. À l'époque, il n'y avait pas de Chinois. À l'époque, il n'y avait pas, je ne sais pas, de Coréens. Ce sont des Portugais. Les premiers commerçants que nous avions vus chez nous, ce sont des Portugais qui créent des magasins, tout ça. Vous voyez? Mais les véhicules arrivaient vraiment sur un bon état de route. Et ces routes étaient entretenues par les cantonniers. Avec ce système, les cantonniers étaient aussi payés. Donc, quand on a les moyens,
on a les moyens sûrs, on peut faire tout cela. Donc c'est comme ça maintenant, nous voulons que cet esprit-là puisse être rénové, hein, qu'on ait des moyens. Et c'est comme ça que notre objectif, nous, au niveau de cette assemblée, cette initiative, on va encadrer le gouvernement provincial pour que ce fonds qui sont mobilisés, les recettes propres d'abord, parce qu'il ne faut pas toujours attendre les recettes qui vont provenir de Kinshasa, il y a une rétrocession, tout ça, non. Vous devez commencer par vous-même. D'abord, le développement, il faut commencer un pas par vous-même. Après, un autre pas ou un autre. Monsieur le Président, ça peut venir de l'extérieur. Nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo. Vous parlez bien. Là, je vous apprécie par votre façon de parler, par votre façon de vouloir ce que les Congo puissent. Ça, c'est l'esprit d'un développeur. Oui. C'est l'esprit d'un développeur qui va accompagner le gouvernement. J'aimerais un peu que nous puissions réfléchir autour de cette réalité selon laquelle le gouverneur est élu par les députés provinciaux. Il y a toujours cette notion de redevabilité, de faire en sorte que le gouverneur puisse se maintenir au pouvoir en préservant bien sûr ses électeurs, qui sont les députés provinciaux. Et vous, étant le chef de tous les députés provinciaux, ne serez-vous pas en train de... Vous ne jouerez pas au jeu du gouvernement provincial pour protéger son pouvoir et être dans le mangeoire? Non, en fait... Nous sommes dans les médias, je vous rappelle. Oui, je vous dis ceci, protéger le gouverneur, la protection du gouverneur dans cette classe, pour quel but? Non, mais pour se maintenir au pouvoir, voilà, tenons-nous la main dans la main, mangeons ensemble. Son maintien au pouvoir dépendra de ce qu'il va faire comme travail. Et ce travail, vous regardez toi la caméra. Ce travail va profiter. Vous regardez toi la caméra. Oui, ce travail va profiter, pas aux députés, ce travail doit profiter à la population. C'est ça le maintien. Nous avons fait les tours dans plusieurs provinces. Oui, je sais, vous voyez, la plupart des débats qui se passent dans les provinces entre le gouverneur et les députés provinciaux, il y en a qui disent que les députés provinciaux sont affamés, ils veulent avoir de l'argent, qui font des motions. Non. Le premier problème, parce que ce qu'il avait mis dans son programme, ce programme qui a été adopté par les députés, c'est de tous ces projets-là, parce que quand nous parlons de programme, un programme est composé de plusieurs projets. C'est ça le programme. Quand vous voyez des programmes, donc un programme est composé de plusieurs projets. Mais quand jusque avoir, même ne fût-ce qu'à 10, à 20%, ces projets ne sont pas résolus, ces projets ne sont pas exécutés. Alors maintenant, en ce moment-là, est-ce que les députés vont se taire? Les députés doivent inviter maintenant le gouvernement. S'il invite et il se présente. Pour qu'il vienne, nous, les problèmes, c'est quoi? Ce sont des termes. Ce sont des termes parlementaires qui posent des problèmes. Nous, au niveau des parlements, nous avons des termes propres aux parlementaires. Notamment, on parle par exemple motion. Motion, c'est quoi? C'est une invitation. On parle de motion de défiance, motion de censure. Motion de censure alimentaire. Motion, c'est quoi? Pour moi, motion, il faut comparer ça à l'administration. C'est une demande d'explication. Très bien. C'est une demande d'explication. Mais il y a des notions alimentaires derrière. Non, notion alimentaire n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand vous voyez même dans la Constitution, ce sont les gens qui veulent vraiment habiller les députés de mauvais sens. Non, mais on en a vu. Motion alimentaire n'existe pas. J'initie cette motion pour avoir quelque chose. Vous n'avez pas vu, mais vous avez entendu, appris. Parce que là, on est en train d'initier une motion, vous n'étiez même pas là. Okay. Mais alors, ce sont les journalistes parfois qui commencent à commenter, dire non, ça doit être une motion alimentaire, les députés veulent avoir l'argent. Veulent avoir l'argent. Si la réalité, le ministre est convoqué. C'est-à-dire, nous, au niveau du Parlement, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que le gouverneur a fait par rapport à son programme, il faut l'inviter. Et cette invitation passe par des termes parlementaires, qu'on appelle motion. Il y a des interpellations aussi. Soit on vous interpelle, soit quand on vous envoie une motion, on vous envoie une motion. Ça ne veut pas dire que c'est terminé votre partie. Ça dépendra maintenant de vos réponses que vous allez donner à ce qu'on vous reproche. On dit, monsieur le gouverneur, vous avez par exemple proposé dans votre programme d'action qu'on devrait, après autant de jours, après autant de mois, après autant d'années, parce que le programme c'est pendant 5 ans, il devrait faire ceci. Mais et que les députés ne voient pas ça. La population commence à déclarer. La population ne viendra pas au niveau de la province voir le gouverneur. La population maintenant va interpeller donc, les élus qui ont donné mandat, à qui ils ont donné mandat. Et ce sont les élus maintenant qui vont appeler le gouverneur pour vérifier exactement est-ce que ce que vous avez mis dans votre programme, vous avez exécuté ça ou pas. Et c'est comme ça que ce terme-là vient. Et quand les députés constatent que l'exécution n'a pas été... Voilà, en ce moment, maintenant on utilise... Voilà, on utilise maintenant ce terme-là de motion, on dit bon, il y a une motion de censure. Motion de censure, là vous êtes en train de partir tous parce que vous et votre gouvernement, vous n'avez rien fait. Vous voyez?
Alors, en ce moment-là, donc, on fait le travail qui est recommandé et par la Constitution et par notre règlement intérieur. Et c'est en ce moment que les députés deviennent mauvais. Et c'est comme ça, en ce moment-là, les députés, on commence à les coller des épithètes. Ce sont des voleurs d'argent, ils veulent avoir l'argent, motion alimentaire. Non, non, non. Donc, nous faisons notre travail parce que nous avions reçu les mandats de la population. Et les mandats de la population, ce n'est que le développement. Mesdames et messieurs, je vous signale que nous sommes déjà en train de chuter, mais les discussions sont tellement importantes. Vous comprenez que le président de l'Assemblée provinciale de la province du Kwango, M. André Massala Ikomba Mandos, est en train en tout cas d'expliquer la manière dont les choses se passent, mais aussi en train de relever certaines difficultés liées au développement de la province du Kwango. Monsieur le Président, nous sommes carrément en train de citer, le gouvernement provincial sera installé bientôt. Je pense que la remise et reprise peut intervenir dans quelques temps. Et vous vous préparez également à recevoir ces gouvernements pour les entériner. C'est quoi votre plus grand souhait pour ces gouvernements qui arrivent? Bon, juste ce que vous venez de dire, nous sommes en train d'attendre. Le gouverneur a reçu, ils ont eu leur ordonnance, le président a juste signé l'ordonnance. Ils ont été notifiés également. Oui, ils ont été notifiés par le VPM, ministre intérieur et sécurité. Maintenant, nous l'attendons. Précisément la semaine prochaine, le gouverneur avec son équipe, sa délégation, tous ils seront ici. Après, je crois que ça va passer à l'investiture du gouvernement. Parce qu'une fois qu'il arrive à composer ce gouvernement, il viendra solliciter un moment pour qu'on puisse investir son gouvernement. Et je l'ai dit aux collègues. Et d'autant plus que cette session est déjà clôturée, donc vous allez passer oui, ça va passer par une session extraordinaire. Le problème général, c'est national. Hein. Vous voyez les moments, les temps, tout ça. Nous avions clôturé hier. On a clôturé la session de mars parce qu'il faut respecter la Constitution. Il faut respecter aussi les règlements. C'est au plus tard, le 29, on devrait clôturer, le 29 de ce mois de juin, on devrait clôturer. On a clôturé hier le 28 à cause donc, du respect de la Constitution. C'est parce que la date de notre fête de l'indépendance est tombée le dimanche, le 30. Du point de vue Constitution, requiert d'une journée. Donc c'est aujourd'hui en principe que nous fêtons. Aujourd'hui c'est le 29 juin, mais c'est une journée fériée et payée. Donc c'est la journée chômée payée aussi. C'est notre journée de l'indépendance, notre fête de l'indépendance. Là, il faut respecter parce que vraiment, en tant que Congolais. Oui, les attentes. Les attentes par rapport à quoi? Par rapport au développement de l'emploi. Ok. Les attentes, dès que le gouvernement provincial sera investi, nous attendons d'abord au niveau du gouvernement provincial, parce que c'est nous qui attendons, le gouvernement provincial, que le gouvernement ait un programme précis. Le programme qu'il va nous présenter. Ça doit être un programme précis et réaliste. Très bien. Précis et réaliste. On ne veut pas voir un programme gonflé de monde, tout ça. Très bien. Précis et réaliste. Je voulais voir qu'on voit d'abord le véritable axe. Vous voyez? Et ça ne doit pas être à côté des 6 axes dont le président avait parlé dans son discours. Très bien. Et ce sont les mêmes 6 axes que le gouvernement national a aussi repris. Ça doit être encadré dans les 6 axes, ce qui est très important. Les priorités. Les priorités, il y a des priorités, mais parmi les priorités, il y a des priorités des priorités. Même si nous devons prendre, par exemple, les 6 axes-là du gouvernement national, nous avons des particularités dans notre province. Notamment des priorités, notamment, d'abord, les routes. Les routes. Pour le développement de la province du Kwango, d'abord, les routes. Très bien. Même si vous devez parler de l'électricité, même nous devons parler des minerais, même nous devons parler de n'importe quoi, d'abord les routes. Il y a des minerais ici au Congo? Oui, il y en a. C'est où? Mais il y a des minerais. C'est où? Mais dans quel territoire? Il y a des endroits où on n'a même pas encore fait la prospection. Ah bon? Il y a les diamants de joaillerie ici. C'est où? Je vais vous d'abord, il y a d'abord Kasongolunda. Tembo. Mais à Kasongolunda là-bas, c'était connu à l'époque. Dans les Tembo, à Tembo, vous savez l'histoire des Tembo. C'était vraiment le Tembo qui était connu. Pourquoi est-ce que le Tembo était connu à travers tout le monde entier? C'est à cause de son diamant. Diamant de joaillerie, c'est-à-dire diamant qu'on utilise pour fabriquer les bijoux chers.
Ah, mais comment Il y a vous les dites diamants que industriels, il y a aussi Congo les est diamants pauvre? de... À part ça, il y a aussi le pétrole chez nous. Il y a aussi le cuivre, même les zinc chez nous. Il y a des endroits. Nous avons des documents. Il y a des endroits où, si le jour où on aura donc le temps de faire la prospection en profondeur, vous voyez. Continuez avec les priorités. Les routes. Pour moi, il y a des priorités, mais parmi ces priorités, d'abord les routes. Très bien. Les routes. Les routes. Tout développement, n'importe quel développement, route. Alors, quand je parle de route, je n'ai pas défini route terrestre, tout ça. Route. Il y a chez nous, d'abord, les routes terrestres, les routes de certes agricoles. Il y a aussi les routes fluviales. Donc, vous voyez la rivière Kwango, à partir de Ponko. La rivière Kwango essaie de faire un contour jusqu'au niveau de Tembo. C'est-à-dire, une grande partie de la province est contournée parce que cette rivière-là, la rivière Kwango, fait frontière avec c'est navigable. C'est navigable. Donc, c'est-à-dire, c'est navigable. Il y a quelques chutes par-ci, par-là. Bon, avec la politique du gouvernement national, on peut détruire ces pierres-là pour rendre encore plus navigable la rivière. Très bien. Vous voyez, on utilise même des baleinières qui quittent Tembo, on charge et on arrive jusqu'au niveau donc des ponts Kwango. À partir des ponts Kwango, on peut mettre tout dans... D'abord les routes, et après les routes, viendra effectivement par exemple l'électricité, parce que tout ce que vous allez produire là-bas, production agricole, production minérale, tout ça, et du côté des mines, tout ça, d'abord ça doit venir par une route, et pour qu'on puisse transformer ça, il faut qu'il y ait de l'électricité. Très bien. Monsieur le Président, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nous célébrons l'indépendance, 64e anniversaire de la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance. Un mot par rapport à cette date historique de la République démocratique du Congo. Bon, cette fête pour moi, c'est une grande fête, une fête de la délibération du colonialisme. Mais aujourd'hui, je la fête avec une grande réflexion. Ces gens-là qui se sont donnés corps à âme pour qu'on puisse être libérés. On nous appelait des macaques, des sauvages, des chiens, des singes. Ils ont fait quelque chose pour notre pays. Et quand je parle de la méditation, je me pose une question clé moi-même. Moi, le jour où je vais mourir, de quoi est-ce que la population va parler de moi? Parce que les autres ont fait quelque chose. Les autres ont fait quelque chose. Et moi, Congolais, après ma mort, quelle sera ma contribution continuelle pour le Congo et pour ma province? C'est comme ça que je dis que nous devons lutter, faire un effort pendant ces moments, pendant ces quinquennats, qu'on puisse marquer les pas. Parce que les gens vont dire, quand à cette époque-là, le président Massala était président de l'Assemblée provinciale, voilà ce qu'il a laissé. Voilà ce qu'il a laissé. C'est dans ce sens-là que je suis en train de faire une méditation. Merci. C'est ça. Parce que les autres ont fait quelque chose. C'est ce qui justifie même votre combat pour le développement. Voilà. Voilà, Monsieur le Président, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nous allons vous laisser vous exprimer pendant 30 secondes aux autorités du pays, les présidents de la République, le gouvernement national, et ainsi que l'ensemble de la population congolaise. 30 secondes. Il ne faut pas être ingrat. D'abord, nous disons bonne fête à notre président de la République, parce qu'il est en train de se battre pour que la paix puisse régner dans ce pays, malgré les attaques et contre-attaques de ces ennemis-là de notre pays. Que vous avez les Rwandais. Hier. Oui, les Rwandais. Les Rwandais complices aussi. Même nos frères congolais, ils veulent s'aligner du côté des Rwandais. Bonne fête à l'équipe, toute l'équipe gouvernementale nationale. Bonne fête de l'indépendance. Au niveau de la province, à toutes les autorités de la province du Congo, bonne fête à tous, à toutes. Bonne fête de l'indépendance. Bonne fête
Mais nous devons fêter dans la méditation qu'on voit qu'est-ce que nous devons faire pour le lendemain de notre pays. Qu'est-ce que nous devons faire pour le lendemain de notre pays ainsi que pour les générations futures, mesdames et messieurs? Ce sont là les tout derniers propos tenus par M. André Massala Ikomba Mandos, président de l'Assemblée provinciale de la province du Kouango. C'est avec lui, en tout cas, que nous avons discuté sur l'actualité sociopolitique dans la province de la Kouango. Quant à moi, Bobo Boli à 13 ans, votre humble serviteur, j'étais là à la présentation. Je vous dis grand merci. Merci également de nous avoir suivis, en tout cas, et restez branchés, restez scotchés sur nos programmes. Derrière la caméra, en tout cas, je ne veux pas l'oublier, un grand homme qui nous a servi à ce que ces images vous parviennent, M. Ekoutou Bank, on l'appelle comme ça. Je lui dis grand merci et c'est lui également à la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve, allais-je dire, dans un prochain numéro. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Merci beaucoup.